Bonjour, Aslamaноun, Marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou, Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Yanis Koussim, réalisateur. En regardant son court-métrage « La nuit », j'ai voulu aller à sa rencontre pour qu'il me parle de la peur du noir, de sa relation avec la lune et le soleil. Avait-il apprivoisé la nuit ? D'où lui vient cette attirance pour le nocturne ? Avec Yanis, nous avons parlé de Djnoun, de la définition de la peur, des énergies lunaires et de cinéma. Mashahou, Mashahou. Bonjour Yanis. Bonjour. Ça va ? Ça va. J'adore ta voix. Merci. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie. Je suis super contente. Ben moi aussi. Je découvre un lieu et tout, c'est bien une personne, c'est cool. Je suis super contente que tu sois mon invitée. Eh ben, ravi que tu sois contente. Ah, c'est chouette. T'es prêt pour l'aventure Mashahou ? Vas-y. On embarque ? Mashahou. T'es le Mashahou. Voilà. Ah, c'est pas pareil chez nous, on dit pas ça. Ouais, chez vous dites quoi ? Ben dis-moi. Je sais pas. Ah, Mashahou. Aho. Ah oui, c'est vrai. Nabila, ma copine qui est de Bougie aussi, elle me dit ça. Ouais. Aho. Nous, on dit Mashahou. T'es le Mashahou. D'accord. Ouais. Après, il y a un autre truc, mais ça dépend des villages. Ouais, ça dépend des régions et tout. Ouais. Des régions et des villages. C'est bien, ça installe. C'est un peu la clé, quoi, comme la clé de sol. Exactement, la clé, ouais. Ça installe le cérémonial du conte. Exactement. Ouais. Ah, t'as tout dit. Merci. Au revoir. Alors, dis-moi, Yanis, t'étais quel type d'enfant ? Je sais pas si... C'est plus les autres qui peuvent le dire. Enfin, comment je me sentais, moi, en tant qu'enfant. Oui. D'accord. Comment toi, tu te sentais comme enfant ? Je sais que j'étais très... je croyais à tout, en fait. Ouais. Donc, toi, tu me parlais de la lune tout à l'heure. Ouais. Ça vient de là, tu vois. Je veux dire, moi, j'y crois quand je suis très... ouais, tu parles avec la lune, ok, d'accord. Ouais. Parce que j'ai peut-être parlé avec la lune ou avec un ruisseau, je sais pas, tu vois. Mm-hmm. Ouais, j'ai vraiment... disons que maintenant, quand on me parle de moi enfant, j'étais vraiment un enfant très... Enfin, j'avais une imagination débordante, quoi. En fait, tout ce que je comprenais pas... soit je posais la question et on m'expliquait, et s'il fallait pas m'expliquer encore, parce que j'étais jeune, ben j'inventais la réponse, quoi. Donc du coup, j'ai inventé plein de concepts et de notions. Des fois, je les traîne encore, tu vois. Oui, parce que la vérité ne me plaît pas, donc je préfère celle que j'ai inventée. Ah, ouais. Et comment on te parlait, du coup ? Comment les on me parlait ? Adultes, Les comment adultes, ils te parlaient ? en fait, moi, j'ai eu la chance, enfin, je considère que c'est une chance. J'étais le premier enfant. J'étais le premier enfant de toute une joyeuse bande de cousins, de mes parents et tout. Donc du coup, j'ai vraiment grandi avec des adultes. Et on me traitait pas forcément comme un adulte. Vraiment, j'étais gâté comme un enfant par tous les tatas et les tontons, et les cousins et les cousines et tout. Mais en même temps, j'ai vraiment évolué dans des discussions d'adultes. Tu vois,
ma découverte de l'art, mon sens du beau, ça vient de là. Ça vient des cousines de ma mère, il y a des amis de mes parents, tu vois. Et jusqu'à présent, c'est des personnes qui sont pour moi une sorte de référence. J'aime bien leur envoyer quand j'écris un scénario, j'aime bien avoir leur regard et tout. C'est vraiment des personnes qui ont forgé... ça va au-delà de l'art, c'est vraiment le côté culte, c'est vraiment la culture en général, tu vois. C'est vraiment avec ces gens-là que j'ai découvert... Donc, on me parlait pas comme un adulte, mais comme un enfant particulier, tu vois. On faisait pas des guili-guili, goulou-goulou. Enfin, c'est pas ça que je retiens, en fait. Je retiens la première fois que j'ai parlé de la personne qui m'a appris l'alphabet quand j'étais petit. Je retiens la première fois qu'on m'a parlé d'Antinéa de Pierre Benoît, tu vois. Des trucs que je me souviens... On parlait de certaines choses et j'avais hâte d'y arriver, tu vois. Donc, j'étais au courant de certaines choses avant de pouvoir me les accaparer, tu vois. Certains livres, certains films, des lieux, des émotions, je sais pas, quoi. Tu te rappelles du premier film que tu as vu? Alors, je me rappelle du premier film que j'ai vu au cinéma. Ah ouais? Pas du premier film que j'ai vu. Alors, disons que la première image audiovisuelle qui me vient en tête, c'est Saturnin. Saturnin? Ouais. Oui. Le canard. Ouais. J'ai comme ça des images de Saturnin. J'ai aussi une image de la première fois où j'ai eu peur au cinéma, enfin devant un truc à la télé. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'était un film en noir et blanc. Il y avait un très grand escalier, c'était sombre. Il y avait une sorte de... C'était pas un monstre, c'était une personne, mais qui avait un visage bizarre. Je sais pas si c'était pas Elephant Man ou Nosferatu, je sais pas. En tout cas, je me rappelle de l'endroit. C'était pas la nuit, c'était un truc qui passait le jour. Il y avait mon grand-père assis devant la télé, c'était chez mes grands-parents ici à Alger. Et je me rappelle qu'à ce jour-là, j'ai flippé. Mais le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Les Dents de la Mer, à Sétif. Et alors? Écoute... T'avais quel âge? Alors, le film, je devais avoir... C'était en 83, donc je devais avoir peut-être 5 ans, 6 ans. Voilà. Non, on n'avait pas de problème. Les enfants regardaient les films d'horreur sans aucun problème. T'as vu, hein? Maintenant, c'est tout un truc. Maintenant, c'est attention. Donc, le seul truc qu'il fallait pas regarder, c'est les trucs de fesses, quoi. Ça, c'est pas bien. Mais tout le reste, tu regardes, il n'y a pas de problème. Et donc, c'était Les Dents de la Mer, Et j'avais adoré. Bon, j'ai flippé normal, quoi. En fait, voilà. Je savais très vite, c'est toute monstre, tu vois. Donc, du coup, je savais que c'était pas un vrai requin et que la dame, elle avait pas perdu son pied, et voilà. Donc, du coup, sachant ça, donc déjà, t'es bien, t'as pas peur. Après, tu rentres dedans quand même. Alors, c'est marrant parce que le début de ton film La Nuit, tu dis, alors on voit le train fantôme de Ben Aknoun, et tu dis, la première fois que j'ai eu peur, j'avais 4 ans, et c'était la peur du noir. C'était dans ce train fantôme. C'était dans ce train fantôme. Et du coup, t'en es où maintenant avec la peur du noir? J'ai pas peur du tout. Alors moi, à un âge, je n'ai ni peur des djinns, ni peur. J'ai peur des trucs qui existent. Qu'est-ce qui existe? Enfin, je dis pas que les djinns n'existent pas, mais je veux dire des trucs. Je veux dire, j'ai peur des êtres humains. Si je suis enfermé dans une chambre, tu vois, par exemple, dehors, quand je marche dehors la nuit, j'ai peur qu'une meute de chiens me court après. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pas du tout sympa. Mais voilà, c'est ça qui va me faire flipper, tu vois. Je vais pas te dire, il y a un fantôme ou... Tu vois, je me fais des coups de flip, des fois exprès, tu vois. Je dis, imagine, là, il sort un truc. Mais bon, c'est juste... Et ça marche pas? Non, si je me laisse aller, si ça va marcher, mais il y a de la distance quand même, tu vois. Et quand je suis dans une maison, par exemple, moi, je dors tout seul dans une grande maison vide sans aucun problème. Je vais avoir peur que si un psychopathe y passe et il te trucide. Et comment tu peux savoir que c'est un psychopathe? Ah, mais je sais pas. Oui, voilà, c'est ça qui va me faire peur, tu vois. Je vais dire, bon, il faut que je ferme. J'ai pas envie de me faire, s'il y a un psychopathe qui passe et il va te tuer, tu vois. Tu vois, par exemple, voilà. Mais je vais pas avoir peur d'un fantôme ou d'un djinn ou non, du tout. Ça, au contraire, tu vois, quand j'étais môme, j'avais envie d'en voir. Tu vois, j'allais exprès dans des endroits. Je me rappelle, il y avait une maison, on appelait la maison hantée. Il y en a partout dans chaque... il y en a une, on passait nos vacances à l'hôtel Tali Hamadit à Bougie. D'accord. Et il y avait la maison hantée. Tous ceux qui connaissent l'hôtel, ils connaissent la maison hantée. Moi, j'allais traîner là-bas et j'attendais. Ils sont où? Ils sont jamais venus te voir? Jamais. Et pourtant, mais ils t'aiment pas alors?
Écoute, je sais pas s'ils m'aiment ou s'ils m'aiment pas, mais en tout cas, peut-être ils doivent se dire, bon, lui, on va pas lui faire peur, donc ça sert à rien de perdre de l'énergie, du temps pour venir lui faire peur. Vraiment, j'avais envie, quoi. Limite, des fois, j'en disais, hé, je suis là, allez, vous êtes où? On joue à cache-cache. Ouais, non, ça n'a jamais marché, jamais vu, non. Et du coup, maintenant, adulte, t'as quel âge maintenant? J'ai 42 ans. 42, ok. Ouais. Et là, à 42 ans, c'est quoi, du coup, ta plus grande peur? Je questionne pas mes peurs. Je sais qu'elles sont là. Ouais. Voilà. On s'arrange tous un peu avec ses peurs. J'ai pas de phobie, genre j'ai peur des araignées et tout ça, j'ai pas. D'accord. Non. Si j'ai une phobie. Ouais, j'ai la phobie de vomir. Ah. Ouais, je suis hémétophobe, on appelle ça l'hémétophobie. Oui. Je ne supporte pas de vomir. Ça vraiment, ça me fait peur. Ah ouais. C'est une phobie, je veux dire, il y a des gens qui se soulagent, c'est peu ragoûtant, mais bon, on s'en fout, ouais, bah oui. Il y a des gens qui peuvent, t'as une crise de foie ou quoi, tu te fais vomir et moi je la supporte jusqu'à ce qu'elle passe toute seule. Je ne supporte pas. Ouais. Voilà, peut-être si on peut parler de phobie, c'est la seule. Mais sinon, les peurs, je suis quelqu'un qui met de côté ses peurs. Elles sont là, je sais qu'elles existent, elles me suivent. Voilà. Des fois, elles arrivent un peu à rentrer dans mon champ de vision, donc je fais comme si je les avais pas vues. Okay. Voilà. Okay. C'est une bonne chose ou pas, je sais pas. T'es psy, dis-moi ce que c'est. Je sais pas, je te dirai pas. Voilà. Bonne ou pas, c'est pas le. Non, je sais pas si manichéen. Voilà, si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis structuré, quoi. Ouais. Dire et puis ça te convient. Ouais, jusqu'à présent, ça me convient. Je sais pas si ça me convient parce que des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que ça m'empêche pas d'avancer sur certaines choses? Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'un dans l'autre, j'arrive à équilibrer. Donc voilà, je pense que le jour où je sentirai que mes peurs, elles me freinent vraiment, je serai obligé de les affronter. Voilà, faut grandir des fois. Ou pas. Ah, ou pas, je sais pas, on verra. Ouais. Alors, je suis allée regarder un peu ta chaîne YouTube, là. Ouais. Donc, tu as mis tous tes courts-métrages et tout. Et en fait, il y a une relation, alors pour moi, dans tes réalisations, très particulière avec la nuit. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Et en fait, dans une vidéo, je t'ai entendu dire que le déclic qui t'a fait travailler, ou en tout cas aller vers la nuit, c'est que tu voulais l'apprivoiser. Et tu te rappelles de cette vidéo? Alors, je ne me rappelle pas de cette vidéo. C'était sur Skype, avec deux filles qui te posaient des questions. Il y avait toi, un autre réalisateur qui travaillait sur le langage. Alors, je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi. Ah. Ouais, parce qu'il fallait dire des choses, peut-être. Ou bien peut-être que j'ai changé d'avis, mais en tout cas, c'était pas pour apprivoiser, mais surtout pour l'explorer plus. Peut-être que ça se rejoint, peut-être je voulais dire ça, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que la nuit, quand t'es môme, tu sors pas la nuit. C'est l'interdit, voilà. Ouais. Et moi, quand on m'interdit un truc... tu kiffes. Ah ouais. Je pense que tout ce qu'on m'a interdit dans ma vie, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on t'a interdit d'autre? Tout ce qu'on a interdit, je veux dire, la nuit, bon, j'ai tué personne encore, voilà, mais peut-être que je l'ai fait en rêve ou en fantasme, je sais pas. Ouais. Mais, je sais pas, tous les interdits, quoi. Tu vois, par exemple, tu vas pas lire ce livre, c'est le premier livre que je vais lire dès que j'apprends à lire, tu vois. Tu vas pas, je sais pas, ça c'est un truc qui se fait pas, tu vas ne pas manger... ne pas mélanger, je sais pas moi, le couscous et les camemberts, ça marche pas ensemble. Moi, je vais faire. Oui. Tu vois, bon, c'est peut-être réducteur, mais je veux dire, voilà, en général, voilà, tout ce qu'on va m'interdire, tout ce qu'on m'a interdit, je veux savoir par moi-même pourquoi est-ce qu'on me l'interdit. D'accord. Voilà. Après, bon, il y a des choses, par exemple, que j'ai pas besoin d'expérimenter pour savoir, pour faire une idée, parce que je vois un peu les autres, comment ça se passe et tout. Tu vois, par exemple. Je suis quelqu'un qui n'a jamais pris de drogue de ma vie. Voilà. Alors, j'ai des amis qui me disent « Ouais, t'as pas pris de drogue parce qu'en fait, tu les sécrètes toi-même. J'ai pas besoin. C'est-à-dire, quand je suis avec des gens, je peux me mettre au diapason de leur état. Tu vois, les gens qui sont sous cannabis, je vais être normal, sans en avoir pris. Tu vois. Je suis pas un grand buveur, je me suis jamais retrouvé en australopithèque. Voilà. Mais jamais, tu vois. Pourtant, j'ai jamais eu de problème pour avoir accès à l'alcool ou quoi.
Mais j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas, mais je me suis jamais arraché la gueule, quoi. Ouais. Mais je peux très bien passer une super soirée avec des gens complètement bourrés, et ça se passe bien. Ouais. Ouais. Mais du coup, alors tu pars vers la nuit parce que c'est quelque chose d'interdit, mais qu'est-ce qui fait que tu prends aussi ta caméra ? Pourquoi tu veux filmer la nuit ? Alors, pourquoi tu veux parler de la nuit dans tes réalisations ? D'abord, avant de parler de la nuit et de filmer la nuit, je suis rentré dans la nuit. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un territoire que j'aime. Ouais. C'est vraiment, dès que j'ai eu l'âge légal et le cran de braver l'interdit, j'étais vraiment dans la nuit, tu vois. Mm-hmm. Bah écoute, quand t'as grandi avec certaines histoires, certains mythes, etc., tout se passe la nuit. Je veux dire, les créatures fantastiques, c'est la nuit. Les découvertes incroyables, c'est la nuit. Les aventures, c'est la nuit. Donc, tu ne peux qu'être attiré par ça. Oui, je vois pourquoi j'avais dit apprivoiser. En fait, c'était par rapport au noir. Comme j'avais peur, j'ai eu peur dans ce train fantôme du noir. Donc pour moi, la nuit, c'était une manière pour apprivoiser ta peur. Pour apprivoiser ma peur. Ouais. C'est qu'à 4 ans, t'as peur du noir. Et longtemps, j'ai dormi avec toujours une lumière, la porte ouverte, tu vois. Ouais, tu te fais des flips. Et un jour, j'ai plus eu peur du noir. Peut-être c'est à ce moment où j'ai plus eu peur du noir que je suis rentré dans la nuit, peut-être. Je sais pas. Je me suis pas penché sur la question encore. Mais voilà, la nuit me fascine, quoi. Il y a des énergies qui se libèrent la nuit. Mm-hmm. Tu vois, peut-être que si on revient à la Lune, on est mieux connecté à la Lune ou aux autres. Et les gens de la nuit sont beaucoup plus intéressants que les gens du jour, faut dire la vérité. Ouais, on va dire le jour... Tu croises plein de monde, etc. La nuit... c'est intime. Ouais, la nuit, c'est intime. La nuit, tu fais des rencontres. Ouais, c'est la nuit que tu fais des rencontres. Ouais. Les rencontres d'après-minuit sont les plus belles, quoi. Tu vois. On parlait d'Angers tout à l'heure, c'est après-minuit. Voilà. La place que tu mets, l'importance que tu donnes à tes comédiens, et plus particulièrement à tes comédiennes. Je donne pas plus de place à une comédienne qu'à un comédien, même si je trouve que les comédiennes, être comédienne en Algérie, faut en avoir plus que pour être comédien, parce que quand même tu braves beaucoup plus d'interdits. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup les acteurs. Ouais. Il y a des metteurs en scène ou des réalisateurs qui te disent non, on n'aime pas les acteurs et tout. C'est très bien, ils ont le droit. Hein. Ouais. Mais moi, je suis vraiment en totale admiration devant les comédiens. Pour moi, c'est de la magie qui se passe. Ouais. Bon, après, on a des mauvais, c'est pas de la magie du tout. Hein. C'est un tour de passe-passe. Ouais. Mais pour moi, les comédiens, c'est des magiciens. Mm-hmm. C'est vraiment des magiciens. Tu leur donnes... Tu as écrit un truc, tu as créé des personnages et tout, et puis eux, ils l'incarnent. C'est incroyable. Et quand tu vois tout d'un coup... Et souvent, c'est au-delà du personnage, tu vois. Dans mon dernier film, mon premier long métrage, je devais faire un casting pour un des personnages. Et donc j'avais 11... c'était pour une comédienne. J'avais 11 comédiennes qui ont débarqué, qui devaient débarquer dans la journée. Celle qui a eu le rôle, elle est arrivée en premier à 8h du matin, je savais que c'était elle. Ouais. Fallait que je regarde les autres bien aussi. Sûr. C'était même pas par acquis de conscience pour voir, on sait jamais, non. C'était, elles viennent, je vais leur parler, peut-être pour d'autres films ou d'autres rôles, ou un truc comme ça. Mais tout de suite, en fait, c'est vraiment, moi je suis très dans les énergies, tu vois. Ouais. À un moment donné, pour X raisons, pour X projets, ou dans telle ou telle configuration, il y a des énergies qui vont se rencontrer ou pas. Voilà. Et vraiment, pour moi, les comédiens, c'est... Sans les comédiens, je fais rien, je fais rien, quoi. Voilà, donc, ce sont des comédiens, j'écris. T'écris des livres, des histoires. Voilà. Des scénarios. Voilà. Ouais. Je veux dire, sans les comédiens, c'est vraiment... C'est la matière. C'est vraiment la matière du... oui, c'est la matière première du réalisateur, film, ouais. Alors, moi, j'ai regardé
d'abord Khouya d'abord, et après j'ai regardé Khti. Ouais. Et quand j'ai cliqué... Non, pardon, j'ai d'abord regardé Khti, et après j'ai regardé Khouya. Ouais. Et quand le Khouya c'est fini, je me suis dit, mais en fait, c'est pas Khouya, c'est Khti aussi. Ça veut dire que dans les deux films, un avec un titre masculin et l'autre avec un titre féminin, mais on ne parlait que de la vie des femmes. Ça veut dire que dans même Khouya, on sait beaucoup plus... Alors moi, public, ce qu'on me donnait à voir, c'était vraiment la vie de cette maman et de ses sœurs. Et du coup, le Khouya, c'était comme un truc, comme une épée de Damoclès. Tu sais, on le voit pas, ou on sait qu'il est là, on en a peur, mais sauf qu'on ne connaît pas sa vie. Et du coup, moi je me suis dit, il y a quand même une place hyper importante dans tes réalisations de l'histoire de la femme en elle-même, ou pas du tout. Non, déjà, moi j'aime pas dire la femme. D'accord. C'est les femmes. Mais quand je d'abord. Il y a autant de femmes que de femmes qui existent sur Terre. D'accord. La femme, c'est pas un concept, c'est un individu, c'est un être humain. Il faut lui redonner cette condition, quoi, je veux dire, abd. Pour ces deux films, ce diptyque, en fait, c'est peut-être un triptyque, il y a peut-être un autre truc qui va arriver plus tard. Ah, c'est cool. Ouais, mais oui, c'était vraiment pour parler d'un peu comment je voyais les Algériennes autour de moi. Pour Khti, pourquoi c'est Khti ? Parce que c'est les femmes entre elles, tu vois. Khouya, c'est comment est-ce que à un moment donné, il y a un élément perturbateur qui débarque, qui est le frère, qui est censé être, je veux dire, l'être humain le plus proche d'une sœur, c'est son frère, tu vois. Et quand il y a un problème à ce niveau-là, c'est horrible. C'était ça. Je l'ai un peu construit aussi comme un film d'horreur. Parce que, comme tu disais, le monstre, on ne le voit jamais. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas quand est-ce qu'il va attaquer. C'est vraiment la construction, elle était vraiment comme ça. Ça a été inconscient au début. Et par la suite, avec mon producteur, il m'a dit, écoute, vraiment, on dirait que... Donc, du coup, je l'ai pensé comme ça. J'ai arrangé quelques trucs dans le scénario. C'est basé sur une histoire vraie. Il n'y a pas eu le meurtre à la fin, mais tout le reste est vrai. Je veux dire, les coups, l'histoire du gâteau, tout ça, c'est vrai. Et je me pose pas la question pourquoi est-ce que à un moment donné, je vais décider de faire ce film ou celui-là. À un moment donné, ça va arriver. Et voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était peut-être dans mes préoccupations. On peut analyser, dire ouais, voilà, j'ai été élevé qu'avec des sœurs et que... Donc t'as pas de frère ? Si, j'ai un frère, mais qui n'a pas vécu avec nous en fait, il a toujours vécu chez mes grands-parents. Donc je me dis, voilà, ou bien tu fais un truc, voilà, c'est un des trucs qui marche pas dans la société dans laquelle tu vis, donc du coup tu vas en parler, tu vas pas parler des trucs, tu vois, si on parle des trucs qui se passent bien, personne va regarder le film, quoi. Faut qu'il y ait des problèmes, faut qu'il y ait des... Bah oui. C'est-à-dire, tu mets pas un film où tu as un couple qui est heureux, qui s'aime, ils sont beaux, ils ont des enfants, ils gagnent bien leur vie et tout. Je veux dire, au bout d'un temps, ça va te faire chier. Il se passe rien. Attends, M6, ça fonctionne bien pour eux, hein. Oui, mais le truc de Noël, là, tu sais. Non, mais sauf qu'il y a toujours des petits problèmes quand même, tu vois. Vrai, voilà. c'est vrai. Les films de Noël, c'est quand même les trucs les plus pourris, mais on adore tous. Ouais, c'est ça. Moi, avec ma sœur qui a juste 3 ans de moins que moi, on adore regarder les films de Noël. Je veux dire, vraiment. En plus, il fait froid dehors et tout. C'est vraiment, on regarde parce que c'est vraiment pourri, hein. Mais on adore. Ouais. Tu sais, dès les 2 premières minutes, d'ailleurs, on fait un exercice, dès les 2 premières, on sait comment ça va finir, et celui-là comment, et celle-là comment et tout, mais on regarde. Voilà. T'avais des posters quand t'étais ado ? Ouais. T'avais des posters de qui et de Madonna. quoi ? Ah. Ouais. J'adorais Madonna. J'avais Madonna et Michael Jackson. Moi, très mainstream. Ça, c'était un peu ce que j'aimais. Mais après, en même temps, tu vois, j'aimais bien Brassens, mais il n'y avait pas de poster de Brassens. Voilà. J'adorais aussi toute
le label Motown. Oui. Voilà, j'aimais beaucoup, par mon père surtout. Ouais. On avait les disques et tout, mais il n'y avait pas non plus. En Algérie, il n'y avait pas de poster. Oui, il n'y avait pas de poster. Il n'y avait pas de poster, donc on avait. Quand les gens venaient de l'étranger, on disait ce poster ou ce poster. Ouais. Mais après, voilà, je veux dire, quand tu as cet âge-là, tu as envie de faire un peu comme les autres, tu vois. Donc, du coup, tu vas mettre Michael Jackson et Madonna. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu as dit, je suis allée, la première fois que je suis allée au cinéma, à 5 ans, à Sétif. Donc, toi, tu as grandi à Sétif. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Je suis né à Constantine, mais tout de suite, je suis arrivé à Sétif. Et j'habite encore à Sétif. D'accord. Ouais. Donc là, donc quand tu me disais je suis là jusqu'à jeudi, c'est parce que tu retournes à Sétif. Je suis venu à Alger à un certain moment, mais après je suis retourné à Sétif. D'accord. Voilà. Et pourquoi pas Sétif by Night? Pourquoi Alger? Parce que Sétif by Night, le film, il ferait 2 minutes 30. Ah bon, vas-y, raconte-moi, je connais pas du tout Sétif. Sétif by Night, tu filmes la rue principale la nuit, puis tu filmes l'entrée de chez toi, et le film, il est fini. Ah. Oui, parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, tu peux rien, Sétif by Night, c'est pas... Il paraît que c'est une super belle ville. Ah oui, c'est une super belle ville. Pas forcément belle, mais agréable. Oui, agréable. Tu vois, c'est une ville coloniale, tu vois. C'est une ville qui a été construite sous la domination française. Il y a un petit quartier, il y a des petits quartiers, tu vois, des maisons coloniales et tout, c'est sympa. Voilà, mais c'est pas une... On peut pas dire que c'est une belle ville. La nature autour est belle, l'urbanisme est aéré, on se sent bien dans cette ville et tout, mais c'est pas une ville où tu as Alger, par exemple... Tu te balades dans Alger Centre et tout, je veux dire, c'est un musée, quoi. Tu regardes, tu lèves la tête, tu vois des trucs de ouf. Ouais. Mais c'est pas le cas de Sétif. Ouais. Et pourquoi Alger? Pourquoi Alger? Parce que Alger, c'est toute une géographie. Bon, mes grands-parents vivent à Alger, donc je connais Alger. Waouh, les djinounes. Les djinounes. Punaise, ça m'a foutu les jetons. Et ouais, non, je connais très bien Alger et tout. Et puis Alger, c'est, disons qu'il y a plus de... Comment t'expliquer? Alger a une légende plus importante, tu vois. Ouais. Et aussi, il se passe beaucoup plus de choses à Alger le soir. Tu vois, mon film, c'était sur des personnages. Il y a 6 personnages qui évoluent en une nuit. J'aurais peut-être pas trouvé 6 personnages à Sétif assez intéressants pour faire un film, le film que je voulais en tout cas, tu vois. Ouais. Voilà. Et tu as aussi le fait que Alger, disons que j'ai bravé la nuit les premières fois à Alger. Oui, tu as plus de raisons de sortir la nuit à Alger qu'à Sétif. Ouais. Si tu devais être une émotion, ça serait laquelle? Toutes, je sais pas, j'ai pas forcément une émotion. J'ai pas une émotion préférée ou une émotion à laquelle je peux m'identifier. Je sais pas si l'optimisme est une émotion. Non, c'est pas une émotion, l'optimisme. On s'en fout. Ouais, mais c'est pas une émotion. Ça va être une émotion, voilà. Si tu veux dire émotion. Ouais, non, c'est émotion. Je suis pas forcément colérique. Je suis pas forcément... je refuse aucune émotion. J'ai appris depuis quelque temps à me laisser traverser par mes émotions. Il ne fallait pas les bloquer. Elles viennent, tu les identifies, elles sont là, tu les aimes ou tu les aimes pas, après c'est entre toi et toi-même, voilà. Mais il faut les laisser. Ouais. Tu vois, que ce soit des émotions que tu considères positives ou négatives, je pense qu'il faut les laisser te traverser parce qu'elles sont à toi. Tu vois, si elles sont là, c'est qu'elles sont à toi. Hein. Ouais. Elles ne viennent pas d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, toutes les émotions. Ok. Ouais. Si tu étais un dessin animé, tu serais quel dessin animé? Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, punaise. Chante-moi la chanson. Hein? Chante-moi la chanson des Chevaliers du Zodiaque. Ils vont arrêter. Mais on s'en fout. Je te jure, ils vont arrêter. Vas-y. Des 4 coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les Chevaliers du Zodiaque. Là, c'est celui qui me vient le plus à l'esprit, mais celui qui m'a le plus... comment t'expliquer? J'ai une véritable relation avec le dessin animé, je regarde encore. Mon premier véritable amour de ma vie, c'était Sabrina de Max et compagnie. Ah ouais. Dire, cette nana, je veux dire, mais j'étais... Encore une nana. Voilà, j'ai ressenti de l'amour plus tard.
Et je peux t'assurer que à 9 ans ou 10 ans, je ne sais plus, j'étais amoureux de Sabrina. Mais c'était incroyable. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, j'avais passé... donc, tu regardais ça à l'année et tout, puis tu vas en vacances, et il y avait une nana qui me plaisait, qui ne s'appelait pas Sabrina, je l'ai appelée Sabrina. Je te jure. À un moment donné, il y a une scène dans Max et compagnie où Sabrina, elle perd son chapeau, qui va dans le vent et tout. J'ai essayé de refaire la même scène et tout. Moi, j'étais vraiment obsédé par ça. C'est trop bien. Après, tu as des dessins animés aussi qui vont te marquer, pas forcément parce que ils te plaisent, mais parce que quand t'es gosse, c'est des trucs qui vont te perturber un peu. L'oiseau et l'enfant de Jacques Prévert. C'est un truc qui m'a complètement retourné le cerveau. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça avec les gosses, pourquoi ils montraient c'était un dessin animé. Dire c'est tout sauf dire c'est horrible ce qui se passe dans le jeu. Dire c'est horrible. Tu vois, ma mère elle nous a Jacques Prévert, il faut voir ça et tout. Je dirais avec ma soeur, on regardait, on disait c'est pas pour nous ça, pourquoi tu nous montres ça? Tu veux nous traumatiser, en fait tu nous aimes pas. C'est horrible. Bon, après, plus tard, tu le revois et tu vois que c'est le graphisme, machin, mais il faut pas montrer ça à vos enfants. Voilà, c'est peut-être un dessin animé. Est-ce que tu as des enfants? Non. Mais t'aimerais en avoir? Ouais. Et ça serait quoi le premier dessin animé que tu montreras à ton enfant? Je leur montrerai des Miyazaki, J'aurais adoré voir ça enfant. Tu vois, mes petites sœurs ont vu beaucoup de Miyazaki étant jeunes. Et ça a vraiment donné quelque chose, tu vois, ça... Aujourd'hui, c'est des jeunes... c'est des jeunes adultes très Miyazaki, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est très bien. Je leur montrerai des Miyazaki. Et je leur montrerai aussi tout, quoi. Mais je veux dire, j'aurais envie qu'ils aiment les Miyazaki ou qu'ils les voient, du moins, Alors, est-ce que c'est vrai que... Alors, vrai ou pas vrai, c'est pas le propos, mais en tant que réalisateur, est-ce que tu en bouffes des films? J'en regarde. Alors, j'en ai énormément regardé quand j'étais petit, mais vraiment, je veux dire, c'était... avant même de décider de faire du cinéma et tout, on regardait énormément de cinéma à la maison. Ou dès qu'on était dans un endroit où il y avait des salles de cinéma, les parents ils nous emmenaient. Quand on allait à l'étranger, on avait notre programme de cinéma, les films qu'il fallait voir et tout. C'est vraiment, on nous a vraiment inculqué l'amour du cinéma en salle déjà, mais aussi que du cinéma. Mon père regardait des films, c'était des cassettes vidéo, je veux dire, il en regardait tout le temps. Là, et j'en regarde, toujours, depuis toujours, vraiment. Je fais la différence entre mon moi réalisateur et mon moi spectateur. Et j'en regarde j'en regarde autant qu'avant, quoi. D'accord. Et du coup, en tant que réalisateur, donc là on va aller plus sur ta partie pro, à ton avis, quel est le rôle du réalisateur? Eh ben, tu sais, très longtemps, je ne savais pas. Quand j'ai fait Rti, j'écris mes scénarios jusqu'à présent, et quand j'ai fait Rti, j'avais attrapé mon chef-op, et je lui ai dit, écoute, Jean-Marie, je ne comprends pas ce que je fous là. Oui, parce que, je veux dire, si je n'avais pas écrit le scénario, je me disais, tu ne sers à rien. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu es là, tu as un mec qui va prendre la caméra, tu as un mec qui va prendre le son, tu as un mec qui organise, t'as les comédiens qui jouent, t'as les techniciens qui font bouger les trucs et tout. Toi, t'es là. Enfin, tu sers qu'à dire action et machin, n'importe qui peut le dire, tu vois. Ah, donc c'est vrai, le réalisateur, il dit action. Ah oui, il dit, Action. Il dit action. Trop bien. Et franchement, ça a été un questionnement. Et la première fois que je me suis vraiment senti... je sais pas pourquoi, je pourrais pas te mettre des mots sur ça, mais où j'ai senti mon rôle de réalisateur, c'est quand j'ai fait Khoya. Pourtant, je l'ai écrit aussi. Sauf que je pense qu'il y a eu, entre le moment où je l'ai écrit et le moment où je l'ai tourné, il s'est passé une certaine période. Et du coup, au moment où je l'ai tourné, j'ai pas tourné le scénario. J'ai vraiment tourné des envies d'image, tu vois, des intentions qui étaient scénaristiques, comment les faire vivre en images, alors que sur Rti, j'ai vraiment tourné le scénario, tu vois. C'était, comme ça, elle marche, elle va là, elle revient. Là, vraiment, tu vois, par exemple, pour Rti, c'était... les choix de mise en scène et les choix d'images et de couleurs, etc., c'était déjà dans le scénario. C'est-à-dire que je ne me suis pas délesté du scénario.
Dans Rouya, ça a été vraiment, voilà, tu as cette histoire, comment est-ce que picturalement tu veux... Tu vois, donc les choix de la caméra, les choix des couleurs, des costumes, c'était vraiment pas par rapport au scénario, mais par rapport à quelle image je voulais donner de l'histoire. Et je pense que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est la première fois, après Rouya, où j'ai pu dire que je suis réalisateur. Pourtant, j'avais fait d'autres films avant, tu vois. Mais je le disais pas. J'étais réalisateur parce que j'avais fait un film, mais entre moi et moi, je le disais pas encore, tu vois. C'est Rouya. C'est vraiment Rouya parce que j'ai compris c'était quoi un réalisateur à ce moment-là, en faisant ce film. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que, alors moi en tant que comédienne et non actrice, tu vois, après il y a tout un débat entre le théâtre et le cinéma, entre Orti et Rouya, l'interprétation des comédiens était complètement différent. Ou en tout cas, en tout cas, je n'ai pas ressenti le même travail qui a été fait chez les comédiennes dans Orti que dans Rouya. Alors, c'est marrant parce que Orti, c'est quand même un environnement très lourd. L'hôpital psychiatrie, il y a un vrai message quand... la meuf lui dit à celle qui est internée et qui dit au docteur mais si c'était un homme qui sortait la nuit, tu penses il sera au commissariat, il serait pas interné. Tu vois, il y avait tout ça, mais il y avait pas la lourde. Je sais pas comment t'expliquer. Chose que j'ai trouvé dans Rouya, où c'était vachement plus lourd. Je sais pas comment. Je pense, moi je pense que c'est ça, c'est que dans l'un, je pensais que l'histoire se suffisait à elle-même. C'est ça. Voilà. Dans Orti, je pensais que l'histoire se suffisait à elle-même. Chose que je n'ai pas. Chose que, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour Rouya. Effectivement, j'aurais fait Orti de manière tout à fait différente aujourd'hui. Et ça aurait été, beaucoup plus lourd. Peut-être que j'étais un peu plus naïf, ou je ne sais pas. Oui, et puis. Non, et puis, alors, ce qui était beau aussi dans Orti, c'était la légèreté, par contre. Tu vois. Et ça, c'était vachement beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, Taous, tu veux prendre du lourd à chaque fois, mais prends la légèreté de cette doctoresse avec ses talons. Elle rentre et puis elle se fait... tapée dessus par son chef de service parce qu'elle a des relations très particulières avec ses patients, sa relation avec la cigarette, avec les cheveux au vent, la manière dont elle parle avec sa mère, et puis le final en fait où il y a les 3 nanas qui tournent comme ça en carrousel la nuit, donc toujours la nuit, tu vois, toujours la nuit, ça aussi c'était beau. Et dans Rouya, c'était différent et du coup, quand toi, tu réalises... Alors, est-ce que tu es un directeur d'acteur ou c'est toi-même qui dirige... Non, jamais. Moi, j'adore. Ça sert à rien. Je veux dire, si je parle pas aux comédiens, pourquoi je fais ce métier, tu vois? Non, j'adore. Au contraire, on bosse beaucoup. Je voulais juste revenir... J'ai peut-être une autre explication par rapport à la différence entre Orti et Rouya. C'est... moi, je suis très... Je n'invente pas. Je pars toujours d'un truc ancré dans le réel. D'accord. Il y a des scénaristes ou des réalisateurs qui vont... totalement inventer un truc, je trouve ça génial, c'est super, j'aurais voulu être comme ça, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Il faut vraiment que je parte d'un truc. Et donc, pour Orti, c'est une personne qui m'a raconté l'histoire cette patiente, je veux dire, la réplique, si j'étais un homme, ça, elle a vraiment été dite par une patiente qui était en hôpital psychiatrique, mais la personne qui me l'a raconté, c'était comme une blague, c'était assez léger, tu vois. Donc ça l'a fait rire, ça nous a fait rire. Donc c'est peut-être pour ça que le ton du film est un peu léger, il y a un peu d'humour, etc. Dans Rouya, c'est des trucs que j'avais observés. C'est des nanas que je connaissais, qui étaient des voisines, et puis on voyait qu'elles souffraient, etc. C'était pas rigolo du tout, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Moi, je pense que les expériences pour moi, mes expériences de vie vont influencer sur le film. D'où me vient une histoire.
ça va influencer sur le mood du film. C'est peut-être ça aussi, C'était quoi ta question d'après que j'ai zappé? Je sais plus. Je sais pas. C'était quoi? Si. Ah oui, tu parlais, est-ce que tu es un directeur d'acteur? Ah oui. Ouais, voilà, donc je te disais non. Non, j'en ai pas et je veux surtout pas en avoir. C'est vraiment un truc... Tu fais droit, c'est ça? J'ai fait, T'as fait droit. Et qu'est-ce qui t'a fait qui t'a fait lâcher droit Non, ça m'a pas fait lâcher droit. Je voulais faire du cinéma avant de faire droit. Alors donc, vas-y, j'ai fait droit parce que, écoute, j'ai fait des études, j'ai eu le bac. Il fallait faire quelque chose. J'aurais fait une école de cinéma s'il y en avait ici, mais il n'y en avait pas. Je fais droit. Mon père était avocat, j'ai fait droit. Ok, donc ça va, d'accord. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré mes études de droit, c'était super. Ça a été 4 années géniales. C'est génial de faire du droit. Après, malheureusement, on ne vit pas trop dans un pays où on peut vraiment l'appliquer. Mais si on arrive à dire le droit dans l'absolu, ce qu'on apprend, comment c'est fait, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, ça, tout est logique. Le droit, c'est pas de l'abstraction, c'est pas une vision de l'esprit. C'est pragmatique. C'est pratique, pragmatique, c'est logique. Tu vois, je veux dire, c'est clair et net. Et ça t'a aidé, ça? Ça t'a aidé? Ce pragmatisme que tu as étudié à l'université, est-ce que ça m'a pas rendu plus pragmatique parce que je ne suis pas du tout. Voilà. Oui, ça m'aide pour lire mes contrats, ça m'aide pour... Ah oui, d'accord. Voilà. Ça m'aide... c'est toujours bien d'avoir fait du droit, tu vois. Et du coup, c'est quoi la plus grande difficulté quand on veut faire un film? En Algérie ou dans l'absolu? En Algérie. Trouver des compétences. Pas les techniciens. On a de très bons techniciens. On a de très bons comédiens. Trouver des compétences pour accompagner le film. Ça veut dire il y avait, là il y a moins apparemment, mais après le pétrole remonte, donc peut-être qu'il y en aura encore. Mais il y avait du fric pour faire du film. Mais les personnes qui géraient tout ça, c'était pas des personnes... pour avoir été en contact avec des personnes qui gèrent l'argent du cinéma, entre guillemets, les fonds d'aide au cinéma dans d'autres pays, pas forcément des pays européens, mais des voisins, des pays du monde arabo-musulman et tout, tu sens la différence, quoi. Dire la chance qu'ils ont ailleurs d'avoir des interlocuteurs où tu n'es pas obligé de réexpliquer le b.a.-ba du cinéma ou de comment faire un film à chaque fois que tu fais un film. Ça, c'est épuisant, ça épuise. Vraiment, ça épuise. On a quelques producteurs qui sont super, mais pas assez. Aujourd'hui, on est en 2019, il y a plus de talents que de bons producteurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que des bons producteurs, il y en a, on les voit, on voit le résultat, on voit les films qu'ils font. Déjà, ils partent déjà perdants, ces bons producteurs, parce que c'est pas une règle, mais en général, tu as le droit d'avoir une aide par an. D'accord. Alors que c'est totalement débile. Un producteur peut produire 4 films par an, indépendamment des... peut faire avancer 4 films et tourner 4 films par an, avec 4 équipes différentes et tout, tu vois. Mais, sauf que c'est pas possible, parce qu'il peut avoir qu'un seul financement par an. Du coup, les autres films vont vers des producteurs qui sont pas forcément compétents, qui savent pas faire de films ou qui sont pas honnêtes, alors qu'il y a des bons producteurs qui peuvent... Celui qui a fait le bon film, qui a cassé la baraque cette année, il aurait pu en faire 4. Mais sauf que la règle te dit que non. D'accord. C'est écrit nulle part, mais non, c'est comme ça. Et c'est totalement débile. Et ça, c'est... si on n'arrive pas à régler ça, on est vraiment dans la merde. On n'a pas beaucoup de producteurs. Et puis de toute façon, un producteur qui fait un film par an, il peut pas vivre. Bien sûr. Donc il est obligé de faire la production exécutive ou des conneries à la télévision et tout. Alors que si il y a des producteurs qui sont tellement bons qui pourraient vraiment faire ces 4 films par an et vivre très bien et ne plus avoir besoin de faire autre chose à côté et tout. Mais ça se fait pas. Et je comprends pas comment... quand tu as une volonté, quand tu mets de l'argent et tu dis voilà, cet argent va dans le cinéma, tu as envie que ça marche. Donc fais au moins comme les autres là où ça marche chez eux, tu vois. Toi, tu as commencé après eux, fais comme là où ça marche. Donc, si ailleurs, tu vois qu'un producteur peut faire 3 films par an, c'est que ceux qui sont dans ton pays peuvent le faire aussi, il est bon. Tu vois, laisse les gens travailler. Voilà, on n'est pas, c'est pas
c'est pas l'assistante sociale ou l'armée du salut, équitablement. Non, c'est une question de compétence. Ouais. Pourquoi est-ce que tu mets une commission pour choisir les films que tu vas financer? D'accord? Donc c'est par rapport à la compétence et je veux dire la qualité du projet. Ouais. Et après, pour les producteurs, c'est tout le monde. Non? Ouais. Moi, je sais qu'avec tous les problèmes que j'ai eu avec mon film, j'aurais eu de véritables producteurs. J'aurais pas du tout ces problèmes-là. C'est juste que les producteurs en Algérie avec qui j'aurais éventuellement aimé travailler, ils étaient pris sur d'autres films. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'étais obligé de me rabattre sur autre chose et le résultat... Ouais, c'est marrant parce que là, dès que je t'ai posé cette question-là, ton corps s'est ouvert et puis tu as commencé à parler avec les mains et tout ça. Du coup, moi, pour toi, quelle est l'importance du cinéma dans la construction d'une société? Bon, il y a des trucs alors je vais te rebalancer des trucs que j'ai lus, quoi. Le cinéma, non, je veux pas que tu as lu. Non, mais vas-y. En fait, c'est beaucoup par... Moi, je marche beaucoup par sentiment, par émotion, impression, tu vois. Donc, je vais pas pouvoir forcément te dire à quoi ça sert. Pour moi, chaque film, c'est un univers, quoi. Et je veux dire, chaque film, c'est un univers, chaque toile est un univers, chaque livre est un univers. Et moins il y en a, plus tu as accès à moins tu as accès à des univers et plus tu es seul. Tu vois, moi, je crois sincèrement qu'un film ou un livre ou un tableau peut changer la vie de quelqu'un. Ouais. Tu vois, peut-être pas de tous, mais si ça m'est déjà arrivé à la fin d'un film de prendre une décision très importante qui a chamboulé ma vie. Tu vois, je veux dire, c'est tellement important tout ça. Ouais. Et tu t'imagines un monde où tu n'as ni livre, ni tableau, ni sculpture, ni théâtre, ni BD, ni film. C'est horrible, quoi. Imagine-toi 2 secondes, ça. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que dans toute l'histoire de l'humanité, la montée dans l'histoire... les grands dictateurs, ils ont la première chose sur laquelle ils ont tapé, c'est le budget culturel et artistique, quoi. Ouais. Et les grandes puissances, c'est le contraire. Ouais. C'est à Churchill, tout le monde connaît ce truc-là, Churchill, quand il faut couper le budget de la culture, il leur dit mais pourquoi est-ce qu'on se bat si ce n'est pas pour la culture? Ils ont tout compris. Ouais. Ils ont tout compris. Ouais. Ouais. Quelles sont les histoires qui t'émeuvent? Alors moi, je suis hyper émotif. Ouais. Je pleure à la fin des films. Certains films, pas tous, mais... De M6, truc de Noël. Je te jure, des fois. Faut pas... Dr Queen, femme médecin. Non, ça peut-être pas. Non. Alors, t'as pas encore atteint le summum. Non. C'est des trucs ridicules où j'ai pleuré. Je sais plus. À la fin de Pretty Woman, par exemple. E.T., mais ça me fait chialer à chaque fois. Ouais. Ça, c'est fou, quoi. Ouais. Les histoires qui... J'aime bien les histoires... pas forcément les histoires initiatiques où tu as une personne qui va faire tout un chemin. Et puis, c'est vraiment les histoires où tout d'un... Où les gens découvrent qui ils sont, les pouvoirs qu'ils ont. Tu vois, moi, par exemple, j'adore... Pourquoi j'adore les trucs de super-héros et tout, c'est que t'as quelqu'un qui est juste comme toi. Lambda. Voilà, et tout d'un coup, il va se passer un truc et il découvre que c'est un super-héros. Moi, ça me fascine. Ouais. Tu sais, j'avais vu, il y avait un dessin animé qui passait quand on était gosse qui s'appelait Shazam. Ils en ont fait un film, là, dernièrement. Ouais. Et à l'époque, c'était donc un dessin animé. Et le gars, il avait... c'était dans le métro qu'il découvrait un magicien, un machin et tout. Et moi, je sais pas, à l'époque, je pensais que dans ma tête, c'était dans le métro, mais il tombait sur un temple. Okay. Et autour de ces tifs, on avait plein de temples. Tu vois, il y a le Jumila, il y avait là où il y a le parc aujourd'hui, il y avait la citadelle, il y avait des temples, des ruines romaines et tout. Ouais. Et là, je passais mon temps à traîner là-bas pour essayer de tomber dans un trou. Et tu vois, quelque part, jusqu'à présent, je me dis que j'ai peut-être un pouvoir caché, que je suis un super-héros. Vraiment, je veux dire, je pense que j'ai gardé beaucoup
de capacité à l'émerveillement. Je sais pas si je le garde, si c'est exprès, si je le fais exprès ou si c'est juste, il se trouve que je suis fait comme ça. Mais je pense que j'essaye de faire exprès de garder tout ça. Non, tout à fait, Enfin, c'est pour ça, peut-être, j'ai pas peur des fantômes aussi. C'est parce que j'y crois tellement et que pour moi, c'est quelque chose de bien. Non, c'est bien. C'est bien, faut pas avoir peur du surnaturel et tout ce qui est métaphysique et tout. Et quelque part, quand tu imagines quelque chose de très fort, ça existe, quoi, tu vois. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Quelle a été ton plus grand bouleversement jusqu'à présent? Mon plus grand bouleversement. Ou bien je peux scinder en deux. Ah, j'adore. Vas-y, redis. J'adore, je kiffe, moi. Je kiffe. Jusqu'à présent, quelle a été ta plus grande fierté? Alors moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis jamais fier de, par exemple, les gens qui disent je suis fier d'être algérien. Non, t'es né algérien. T'as rien fait pour être algérien. T'as eu de la chance éventuellement, mais ou pas. Ça dépend comment tu vis ta vie. Mais voilà. Moi, je suis fier de. Je suis fier pas au sens prétentieux. Oui. Je préfère dire je suis content. Voilà. Je suis content des films que j'ai faits. Je suis content de les avoir faits. Voilà, je suis content de la relation que j'ai avec mes sœurs, par exemple. Je suis content de la relation que j'ai avec mes proches, avec les gens que j'aime. Voilà. Je suis content de certaines... de la manière dont j'appréhende certaines choses. Il n'y a pas un, tu vois, par exemple... Quand Khouya est passé à Locarno, puis après à Clermont-Ferrand, ça, j'étais hyper fier, tu vois, j'étais très content. Ça n'a pas été le chamboulement. Donc, le véritable... Les chamboulements que j'ai eus, c'est pas des chamboulements qui ont été de gros trucs émotionnels ou quoi. Tu vois, par exemple, quand j'ai lu assez jeune Samarcande, certains quatrains d'Omar Khayyam m'ont complètement retourné le cerveau, et ça veut dire... il y a eu des avant et après, tu vois. Ma manière de voir la religion, le machin, dire ça, c'est totalement de là. Il y a comme ça des trucs, tu vois, Le Petit Prince que j'ai lu sur le tard, ça a été pour moi aussi un point, tu vois. Un point où c'est pas grave si t'es encore un gosse. Tu peux rester gosse autant que tu veux, tu vois. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a rassuré dans ma vie. Voilà, c'est plus comme ça. J'ai pas de moments qui m'ont chamboulé à ce point-là. J'essaie de... Et ta plus grande peine? Ma plus grande peine? J'ai eu des peines comme tout le monde, mais j'ai pas encore sur la peine de ouf. Voilà, ça change. J'ai eu des drames dans ma vie, mais qui se sont, que j'ai jusqu'à présent, que j'ai réussi à surmonter, je pense. Mais ça veut pas dire que t'as pas réussi à surmonter la plus grande peine. Non, mais j'ai pas eu la peine. J'espère que j'en aurai pas, mais j'ai pas l'impression que j'ai eu. Il y a plein de trucs qui m'ont fait de la peine, qui ont fait en sorte que je dorme pas pendant des jours, etc. Mais je suis encore là. Ça paraît futile maintenant. Non, utile, je sais pas. Non, futile. Futile. Non, les peines en elles-mêmes ne sont pas futiles, mais ma réaction était futile. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'es pourquoi pourquoi à quoi ça sert, tu vois? Oui, mais c'est bien, c'est bien de se décentrer, de voir de loin. De prendre du recul. Voilà, c'est cool. Des fois, tu te dis, mais t'as été con, mon gars. Je veux dire, à ce point-là, dire, mais ça va, c'est rien. Non, voilà, je veux dire, je pense que, voilà, j'ai eu des peines comme tout le monde, mais jusqu'à présent, bien. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai une capacité, comme pour les peurs,
J'ai une capacité un peu de mettre tout ça dans un coin. Mais quoi, c'est du déni ou... Écoute, je sais pas si c'est du déni ou si c'est une force de caractère. C'est soit l'un, soit l'autre, soit entre les deux. Mais en tout cas, ça fonctionne pour l'instant. Jusqu'à présent, ça va. Tu vois, j'arrive à... Mais en même temps, c'est des trucs qui sont présents, tu vois. Je sais que Beli Ramahna, c'est pas comme si je fais comme si que ça n'existait pas. C'est pas un déni de grossesse, tu vois. Voilà, ça, je veux dire, ça c'est genre, tu fais un vrai déni. Non. Je sais que c'est là, mais... C'est comme si que j'avais inventé une machine à recycler les déchets très légère, tu vois, et que c'est une machine de poche. Elle est là. Des fois, c'est un peu difficile à faire rentrer les trucs dans la machine. Ouais. Donc, c'est ça les moments où c'est un peu dur. Mais du moment que ça rentre, c'est bon. C'est bon. Basta. Ouais. Je crois. Ouais. T'es ami avec le doute? Je crois que ça, c'est un de mes défauts. Des fois, j'ai des certitudes. Et je mets longtemps, même si je sais que c'est cette certitude de Meïch Mleha, et je mets longtemps à me l'avouer, tu vois. Mais en même temps, je sais que ça... En fait, je sais quand je vais changer d'avis très tôt. Même si je le change pas encore, je sais que je vais changer d'avis, ça va venir. Okay. Donc du coup, laisse le temps le faire et puis tu changeras d'avis de toute façon. Voilà, c'est un peu comme ça. Le doute. On doute tous ou la... Enfin, c'est vraiment chacun son degré. Ouais. En fait, ça me fait chier de douter. Je pense que ça me fait chier de douter. Ouais. Je déteste être en position de faire un choix et puis d'hésiter. D'ailleurs, souvent, je fais pas le choix, je fais les deux. Ok. Ouais, souvent, je fais les deux. Tu vois, par exemple, dernièrement, j'avais le choix entre 2 directions pour un scénario. Ben, j'ai fait les deux. D'accord. Et après, j'ai choisi. Okay. Ouais, c'est pas bien, ça. Hein. C'est pas bien parce que je sais que des fois, j'ai pris des décisions et ça a été les bonnes décisions. Je me suis tenu et tout. Mais des fois, tu as peur de te tromper. Donc, du coup, tu fais tout. Ouais. Et après, tu vois. Et c'est pas bien dans quel sens? Ça veut dire que tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Ouais. Tu perds du temps et de l'énergie. Ouais. Tu te focalises pas sur l'essentiel. Ouais. Voilà. Tu vois, là, vraiment, là, j'ai un exemple où j'ai vraiment perdu du temps. Et c'est comme je te disais, je savais qu'en fait, la bonne solution, c'était ça. Mais en fait, des fois, tu vois, c'est venu après une série de déconvenues, si tu veux, au niveau professionnel, avec tous les problèmes que j'ai avec mon film et tout, j'ai encore d'ailleurs. Tu parles de Alger Night depuis Night, ouais. Et du coup, je me disais, mais t'as fait des mauvais choix à ce moment-là, il ne faut plus faire de mauvais choix. Alors que moi, en général, je suis quelqu'un qui tranche très vite. Ouais. Tu vois, je tranche très vite, pas forcément parce que j'ai raison, mais je me dis, bon, il faut trancher, de toute façon, c'est soit ça, allez vite, choisir. Et là, depuis quelque temps, j'ai perdu cette capacité à cause de... J'ai perdu la capacité de choisir vite et d'être sûr de mes choix, tu vois. Ouais. Ça, je sais que ça va revenir. Il faut que ça revienne, ça va revenir. Il n'y a pas de raison. Cette capacité de te réécouter? Cette capacité de croire en mon instinct. Ouais, c'est ça. Ouais. De te réécouter. Ouais, de me réécouter. Ouais. On parle un peu d'Alger by Night ou pas du tout? Si tu veux, mais tu l'as pas vu, donc... Oui, mais toute cette polémique autour de... Ah oui, on peut en parler, il n'y a pas de problème, vas-y. Tu nous expliques? Non, parce que moi, je n'ai pas très... C'est tome 1, tome 2, c'est guerre épée, au fait. Ouais. Disons que pour résumer... Ouais, d'ailleurs, hier, j'en parlais avec ma sœur, qui est aussi mon avocate, et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur ce film. Ouais. Le film, il est fini, il est là, il est prêt. Donc ça y est, t'as fini ton film. Ah oui, il reste 2 semaines de boulot sur le son, mais voilà, le film est fini. D'accord. Tu vois. Mais... Alors la genèse, c'est que en gros, t'avais plus... il te manquait de l'argent pour finir ton... Non, il manquait pas d'argent. L'argent existait, on voulait pas me le donner. C'est pas pareil. D'accord. Voilà. Donc tu ouvres une cagnotte sur Internet pour que les gens puissent t'aider. Pour finir le montage. Voilà. Ouais. On arrête Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça? On leur donne... Ils veulent arrêter, ils n'ont pas pu. Ah, ils l'ont pas arrêté. Ah, ils l'ont pas arrêté. Ah non, ils l'ont pas arrêté parce que j'avais tout, c'est tout à fait légal. Voilà, donc tu réussis. Et c'est là où ça sert de faire du droit parce que la cagnotte, elle n'était pas en mon nom. Vu que j'ai pas le droit en tant qu'Algérien d'avoir un compte à l'étranger, j'ai fait passer ça par une tierce personne qui a tout à fait le droit de réunir de l'argent pour aider un ami.
Donc, grâce à cette cagnotte-là, j'ai fini le montage. Voilà. Et moi, je me suis arrêtée là. Alors, je finis le montage. Puis après, le film est sélectionné dans un grand festival dans le circuit du film d'auteur, le festival de Rotterdam. Donc moi, à ce moment-là, je dis génial. Tout va se régler parce qu'à un moment donné, quand le film est sélectionné dans un festival comme ça, toutes les animosités, les conneries, ça part normalement, tu vois. Donc du coup, donc j'annonce ça au producteur et au CADC, etc. Le CADC me dit, génial. À ce moment-là, je lève l'interdiction. Parce que le film était bloqué quand même. Même s'il n'a pas été officiel, le film a été bloqué par quelqu'un au ministère. Bon, je ne dis pas de nom parce que voilà, mais quelqu'un au ministère a bloqué le film parce qu'il l'a vu et il l'a trouvé ordurier. Voilà, c'est vraiment le mot qui a été utilisé. Qader. Comment? Qader. Qader. Ouais, qui veut dire ordurier. Voilà. Ordurier. Alors que le scénario a été lu, validé, etc. Donc ce blocage a duré plus d'1 an. Et au moment où on a été pris à Rotterdam, je vais voir cette personne et je lui dis, je sais que c'est toi. Voilà le film. Donc je lève l'interdiction, le blocage. Comme je sais que ça va se débloquer, donc je contacte des personnes pour finir le film. Tu vas faire le son, le montage son, le bruitage, etc. Je me mets à bosser. Et ne voilà-t-il pas que la production retire le film de la compétition. Ça a été, je pense que c'est la première fois que ça arrive sur Terre. Dire, non, mais c'est vrai. Dire, c'est quand même un festival qui reçoit des milliers et des milliers de films par an. Les places sont hyper chères et tu te payes le luxe de retirer un film. Les gens du festival de Rotterdam, ils se tapaient la tête contre les murs. Ils ne comprenaient pas. Non, mais vraiment, ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Si ce n'était pas des personnes, je veux dire, qui connaissaient mon travail, etc., ils me disaient, c'est quoi cette histoire, quoi, tu vois? Le film a été retiré. Moi, je veux dire, à ce moment-là, ça a été un coup. Hein. Le film, si le film sortira un jour ou l'autre, de toute manière, il aura le succès qu'il aura, ça sera il se le devra à lui-même, pas un festival. Parce qu'en général, quand tu vas à un festival, ça t'ajoute... là, c'est un film qui aura le succès. Il va grandir tout seul. Qui va grandir tout seul. Mais on lui a quand même... on l'a amputé d'une opportunité incroyable. Je veux dire, de tout film, surtout des films de pays qui ont une cinématographie pas très prolixe, pas très... on ne dit pas prolixe, pas très... comment on dit, genre Makash Bzef. J'ai oublié le mot. Makash Bzef. Voilà, une cinématographie du Makash Bzef. Les Makash Bzef. Voilà. Productive. Voilà, tu vois, c'est génial. Écoute, cette année-là, le cinéma algérien aurait pu avoir un film à Rotterdam, mais les producteurs ont décidé autrement. Tu penses qu'aujourd'hui, il y a un cinéma algérien? Ouais, la Ligue, il n'y a pas de cinéma algérien, machin et tout. Écoute, ça fait 15 ans qu'on est dans le cinéma, on fait des films, il y a un cinéma algérien. C'est quoi le cinéma algérien? Mais c'est quoi le cinéma français? C'est quoi le cinéma américain? C'est des films. Nous, on a des films, on fait des films. Peut-être qu'on n'a pas d'école, ou qu'on n'a pas de mouvement, ou qu'on n'a pas la nouvelle vague, ou le cinéma nouveau, mais les films, ils sont là. Il y a des films algériens, donc il y a le cinéma algérien. Il n'y a pas d'industrie du cinéma, mais il y a des films, ils sont là. Je veux dire, c'est le cinéma. Regarde-le, et puis tu vas voir ce que c'est le cinéma algérien. Mais j'arrive pas à les regarder. Non, je ne parle pas de toi forcément. Oui, mais du coup, c'est ma question d'après. Ça veut dire que il y a un cinéma algérien, il y a du film algérien. Sauf que moi, en tant que personne lambda, j'ai envie d'aller voir des films algériens. Je ne les trouve pas. Il y a des amis à moi qui voient les films à l'étranger, qui m'appellent en me disant « Ouais, Taous, t'as vu tel film ?» Ah non. Mais tu vois, moi je pense qu'à un moment donné, les réalisateurs, enfin les cinéastes ou les gens qui bossent dans le cinéma ne peuvent pas tout faire. Donc déjà, on se bat pour que la chaîne de fabrication d'un film soit aux normes. Voilà. Je pense que c'est aux citoyens, aux spectateurs, aux cinéphiles, à un moment donné de dire « Putain, on veut voir les films ». C'est à vous aussi de bouger quelque part. Je veux dire, nous, on passe notre temps déjà pour... on se bat pour
arranger les choses pour faire des films de manière sereine et dans de bonnes conditions. On ne peut pas en plus se battre pour la distribution des films ou pour... tu vois, c'est aux gens, je veux dire, c'est aux gens, je veux dire. Et tu saurais nous dire comment on peut se battre pour ça ? Je sais pas, faire des pétitions, faut élire les bonnes personnes à la mairie, faut avoir de meilleurs députés, faut aller voir le ministre de la Culture, faut, tu vois, dire au Maroc, il y a quelques années, il y a eu un problème par rapport aux salles de cinéma et tout. C'est un jeune, c'est pas un cinéaste qui l'a fait, je pense pas que c'est un cinéaste. Il a lancé un mouvement Save Cinemas in Morocco. Tu vois, ça a pris de l'ampleur et voilà, tu vois, à un moment donné, il faut vraiment l'implication du consommateur. On peut pas tout seul tout faire. Et le film, et l'histoire, et les comédiens. Non, c'est pas. On pourrait, mais sauf que c'est pas efficace. Quand c'est un truc qu'on maîtrise, la fabrication d'un film, on peut attraper les responsables et les machins et dire, mon gars, tu te trompes. Voilà comment on doit faire. Voilà. Mais ça, on connaît. Mais après, nous, on ne sait pas comment est-ce qu'on distribue un film, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comme autorisation pour construire un cinéma, on ne sait pas, tu vois. Ça, c'est dire, moi, demain, en tant que spectateur, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'aime bien la musique, j'aime bien le théâtre, tu vois. Je me battrai pour que le théâtre, par exemple, régional de Sétif, pas régional, communal de Sétif, soit réouvert. Il a été refait, machin et tout, mais il n'y a pas de pièces. Donc là, on est en train de penser, avec quelques Sétifiens, à faire un truc pour, putain, on veut voir des pièces de théâtre. On a un super beau petit théâtre qui a été rénové avec l'argent du contribuable et tout. Maintenant, on veut voir des pièces. Débrouillez-vous, c'est votre problème. Ou alors, laissez la place à des gens qui savent gérer tout ça. Voilà. Ça, je pourrais le faire, mais je peux pas être juge et parti en même temps, tu vois, parce que si je fais, je veux des salles de cinéma, écoute, le Canada, voilà. Mais sauf que si je dis ça avec 10 000 personnes qui sont pas du tout dans le domaine du cinéma, mais juste des gens qui veulent voir des films et qui pour eux c'est important d'avoir accès aux films, là, ça aura plus de poids. Ok. Voilà. Alors, levons-nous. Il faut, levez-vous. Hein. Levons-nous pour voir des films. Non, mais c'est vrai, pour voir des films. Surtout que maintenant, avec l'arrivée des plateformes, je veux dire, ça sert à rien d'interdire ou de mettre les bâtons dans les roues et quoi. Dans 5 ans, je veux dire, Netflix, Amazon, Disney+, machin et tout, ils passeront les feuilletons du Ramadan. Non, mais je te jure. Ils vont lancer les feuilletons du Ramadan. Ils y pensent déjà. Tu vois ? Donc, il faudrait peut-être vous bouger maintenant. Quoi. Dès maintenant. Si une personne vient te voir et te dit « j'aimerais devenir réalisateur », tu lui dis quoi ? Super, vas-y. Et vas-y comment ? Il n'y a pas une seule manière de le devenir. Mais toi, il vient te voir toi. Il adore ton boulot, il adore ce que tu fais et il te dit je veux pas être toi en tant que personne, mais je veux être toi en tant que réalisateur. Déjà, c'est pas bien, parce qu'il faut être toi d'abord en tant que réalisateur, parce que un réalisateur, c'est une subjectivité avant tout. Voilà. Donc, tu peux pas... il faut avoir ta manière de voir les choses, tu vois. Là, ça me rappelle... Hier, il y a un réalisateur qui nous a quittés, chez Falgoun. Tu vois, et c'est vraiment... personne ne fera plus des films comme lui. Comme lui, bien sûr. Tu vois c'est vraiment un regard sur le monde qui s'éteint, quoi. Tu vois. Et du coup, tu vas lui dire de faire quoi ? Déguiser quoi en lui pour... Franchement, là, je vais juste lui dire tourne. N'attends pas... Tourne en rond ? Non, tourne, vas-y. Fais des films. Alors, surtout maintenant, je veux dire, fais faire avec ton téléphone, avec tout ce que tu veux. Bon, c'est con de faire avec un téléphone, mais je veux dire, il y a tellement maintenant des caméras. Avant, pour avoir une caméra, maintenant, il y a des caméras partout. Prends une caméra et fais ton film. Prends un micro et fais un podcast. Voilà, exactement. N'attends pas qu'on veut dire fais. Et après, tu vois, tu vas peut-être faire un truc génial, mais tu vas peut-être faire aussi plein de fautes et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai appris. Je vais lui dire aussi d'essayer de se faire engager sur des tournages, tu vois. Pas forcément en tant qu'assistant réalisateur, fais n'importe quoi, mais je veux dire, au moins, tu vois comment de tes yeux comment ça marche. Donc, passe par le terrain. Fais. Voilà, fais. Voilà, fais. Mais il faut voir aussi je dis souvent qu'il faut voir aussi des films.
Tu peux être réalisateur sans avoir vu Bergman ou Godard, hein, tu peux. Je veux dire, c'est pas sine qua non. Mais c'est mieux de les avoir vus, parce que déjà, tu vois ce qui a été fait. Ça nous est tous arrivé, je pense, de penser avoir une idée géniale du siècle, et après, tu vois un truc qui a été fait il y a déjà 50 ans, c'est exactement, tu vois, et tu te dis, merde. Donc, c'est bien de voir, tu vois, et puis, faut aimer les films pour faire des films. Je pense qu'il n'y a pas un réalisateur qui te dit, j'aime pas les films. Ou alors, c'est vraiment, genre, pour dire, ouais, moi, je suis un réalisateur, j'aime pas les films, et je fais des films trop forts. Tu vois. Oui, non, il faut voir des films et faire. Ouais. Voir des films, c'est aussi pratiquer. Hein. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as un film de chevet? Un film de chevet, non. Disons que c'est mon film fétiche, c'est les Goonies. Ouais, c'est ça, un film de chevet, c'est le film. Oui, mais c'est un film de chevet que tu vois souvent, tu vois. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je l'ai vu très souvent, tu vois. Ouais. C'est vraiment un film. C'est l'aventure, les machins. C'est mon monde, tu vois. C'est ça. Je pense que je courrais toute ma vie après une aventure, après ce genre de, ce genre d'histoire, ce genre, tu vois. Mais non, moi, j'aime les films qui parlent à mes émotions, pas qui parlent à ma tête. Et du coup, alors, c'est quoi le dernier film que tu as vu et qui t'a ému? J'en vois tellement des films. Oh là là! À la fin. Ouais, non, c'est vrai. J'essaie de me rappeler d'un film où à la fin, je me suis dit, ouais, ça, écoute, j'ai vu dernièrement... comment il s'appelle? C'est un film... Oui, j'ai vu dernièrement La Strada. J'avais jamais vu. Et j'ai dit, je comprends. C'est génial. C'est fabriqué comme à l'époque, tu vois. Je veux dire... mais il se passe des trucs dans ce film, tu dis, je comprends pourquoi c'est La Strada, quoi, tu vois. Voilà. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé... Alors, dans n'importe quel type d'art, de sortir, par exemple, d'une salle de cinéma ou d'une expo ou du théâtre ou quoi, et de dire, je n'ai rien compris, mais j'ai kiffé. Écoute, ça m'est arrivé avec un film. C'était le premier film de Bruno Dumont que j'avais vu. Et c'est le producteur, un des coproducteurs qui nous l'avait projeté. J'ai vu le film, mais j'ai été... non seulement j'ai rien compris, mais j'ai été complètement énervé. C'est quoi ce truc? Mais vraiment, ça s'appelait 29 Pounds. D'ailleurs, les gens qui connaissent le film ou qui vont le voir vont comprendre pourquoi. Et en fait, donc on a vu... c'était dans un programme de développement de films et tout. Et donc, c'était au Maroc. Et je lui ai dit, c'est quoi ce film et tout. Complètement choqué. Il y a des gens qui avaient même quitté la salle, tu vois. Ils ne comprenaient pas. Et je suis rentré en Algérie. Et tous les films que j'ai vus à cette session, je les ai tous oubliés sauf celui-là. Et en fait, plus les jours passaient, et au bout de 3 mois, je me disais, mais en fait, c'est un chef-d'œuvre ce film. Tu vois, et donc j'écris au producteur, je lui dis, écoute, voilà, je vais te raconter, voilà ce qui s'est passé, comment... Il m'envoie, ça, j'ai écrit John Lennon, il m'envoie, tu vois, ça l'a fait rire. Voilà, et du coup, je me suis mis à voir tous les films de Bruno Dumont, et c'est là où j'ai découvert un auteur, quoi. Ces films sont incroyables, ces films sont vraiment incroyables. Et c'est vraiment... tu vois... Moi, j'aime bien que l'image fasse... c'est très difficile de faire vrai. Donc moi, je m'occupe de... J'aime bien que l'image fasse vrai, tu vois. Bruno Dumont, peu importe la manière dont il filme, ça fait vrai quand même. Voilà. Hors Satan, c'est un film extraordinaire. Voilà, je veux dire, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs français, ou même pas que français, les meilleurs réalisateurs tout court. J'ai pas vu Petit Quinquin et tout, les derniers, les comédies. Peut-être, j'ai pas envie, en fait.
Ouais, tu veux garder... Je veux voir ces films où il y a des trucs horribles qui se passent. Voilà, le côté dark. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Peut-être que je les verrai un jour, tu vois. Mais, quand tu auras des enfants. Non, même pas. Non, je les verrai peut-être comme ça. Mais j'attends ces prochains films torturés. Ouais. Je suis tellement pas torturé, moi, que j'adore les gens qui sont torturés. Ah, c'est marrant. Oui. Ah, c'est marrant. Des fois, je me disais, quand j'écoutais, pas forcément des réalisateurs, mais des artistes, des écrivains et tout, genre écrire, c'est la douleur, j'écris dans la douleur. Je me disais, putain, lui, c'était pas l'artiste. Parce que moi, c'est pas du tout dans la douleur, mais vraiment pas du tout. Quand je suis pas bien, j'arrive pas. Ouais. Moi, c'est vraiment, je suis quelqu'un qui crée vraiment quand je suis bien, dans la joie, dans le bonheur. C'est un plaisir d'écrire. C'est chiant des fois parce que tu as une deadline et que tu dois machin et qu'il y a un truc qui marche pas dans ton scénario, tu te casses la tête, etc. Mais ça n'a jamais été, j'ai pas avec la douleur. Et des fois, je me dis, bon, il faut un peu. Fais-la, construis-la. Déjà, ni je me drogue, ni je me saoule la gueule, ni je me mutile, ni je suis... Au moins, il faut que j'ai de la douleur un peu. Wello. Construis-toi la douleur. J'ai pas. Ouais. J'utilise sûrement des trucs, tu vois, des trucs qui m'ont marqué ou quoi, mais je veux dire, l'acte de créer n'est pas du tout douloureux pour moi. Et des fois, je te jure, jusqu'à présent, je me pose la question, est-ce que je suis bon quoi dans mon truc parce que je le fais mais voilà. Tu vois que tu as du doute. Ah, c'est ce genre de doute. Oui, bien sûr. Bah oui, mais ça tu doutes tout le temps. Ah bah oui, sur le travail, mais bien sûr. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il y a toujours, tu sais, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais ça se vérifie à chaque fois, à un moment donné, que ce soit quand tu es dans le pendant le tournage, non, parce que pendant le tournage, c'est vraiment t'es un bulldozer, voilà, c'est vraiment l'étape la plus tu appliques. Mais pendant que tu écris et pendant que tu montes, t'as toujours un moment où tu te dis mais c'est horrible ce que je fais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, mais de toute façon, au montage c'est cool parce que t'as un monteur avec toi, une monteuse qui te dit mais non attends tu vas voir etc et tout et bien mais quand tu écris le scénario t'es seul, il y a le producteur qui te dit ça, tu vois. Un bon producteur c'est quelqu'un qui va te dire écoute Yanis, bon arrête tes conneries, c'est bien ce que tu fais, vas-y bosse, tu vois, et toi t'es mais non c'est pas bien. Prends-moi la main. Voilà, je te mesure c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais donc non c'est il y a toujours un moment où tu te dis c'est de la merde quoi. Ouais. Alors j'ai 2 questions rituelles à Meshaou pour finir. La première c'est quelles sont les personnes que toi t'aimerais écouter à Meshaou? J'aimerais beaucoup écouter Bahia Benchir Lefkoun. D'accord. Qui est une réalisatrice de documentaires. Mais c'est que des artistes, Meshaou, bien sûr. Ah non, pas du tout. Non, c'est un peu tout. C'est des personnes. Ça peut être. Il n'y a pas que les artistes qui peuvent parler d'art. J'aimerais écouter la nana qui a fait Dar Juddi. Ah oui, elle est dans ma liste. Ouais, cette nana, elle est incroyable parce qu'elle elle fait revivre, comme on parle souvent de la cuisine, de la gastronomie marocaine et tout. Elle est bonne, enfin, elle est incroyable et tout parce qu'ils l'ont perpétrée. Je veux dire, chez nous, à un moment donné, il y a eu une cassure. Et là, quand tu vois tout ce qu'elle propose, j'y suis jamais allé encore. J'ai juste vu ce qu'elle propose. Et quand tu vois ce qu'elle propose, tu te dis, mais tout est algérien. Tu vois, ça fait partie, c'est nous, quoi. Et on le sait pas, c'est des recettes qui ont disparu. Moi, je pense qu'elle devrait, ça serait d'utilité publique, elle devrait avoir des subventions pour former les gens à refaire ces recettes à la maison. Tu vois, c'est fou, tiens, couscous à la rose. Rien que le nom de ce truc-là, c'est un poème. Couscous à la rose. Non, mais vraiment. Mais je crois qu'elle le fait. Elle fait des formations. Ah, d'accord. Et puis, elle a participé aussi, elle a été jury... oui, Top Chef. Ouais. J'allais dire, un truc comme ça. Enfin, un truc les cuisiniers. Voilà. Nice People des cuisiniers. La Star Academy des cuisiniers. Mais je crois qu'elle fait. Alors, moi non plus, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller parce qu'en plus, il faut appeler. Alors, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle te fait les courses pour toi. C'est-à-dire que tu appelles la veille ou quelques jours avant et c'est toi qui composes ton menu. Tout à fait. Et elle va faire le marché exclusivement pour toi.
Une autre personne que j'aimerais bien voir aussi, et ça serait l'éclat total. Et je pense que ce serait l'éclat toi aussi. Et si tu n'oses pas le faire, j'aimerais bien le faire à ta place. Ça marche. Ouais, c'est Charles Lemonti. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, non, vas-y, chiche. Contacte-la et je te passe le micro de Meshahou. Je te jure que, c'est-à-dire, c'est tous ces chanteuses qui, quand tu vois, mais on n'ose pas faire 1% de ce qu'elles font. Puis elles le font, ni elles se cachent, ni rien, elles assument, normal. Féministes à fond, quoi. Mais c'est fou. Ouais. C'est complètement... mais tu sais que c'est tout un... Tout un art. C'est tout un microcosme, c'est tout c'est un environnement qui se crée. Ouais. C'est fou, quoi. Comme des fois, moi, je regarde, elles se clashent entre elles. Mais c'est vrai que c'est de la telenovela, mais je veux dire, dans une société comme la nôtre, ces nanas-là, pour moi, je leur tire chapeau. Ouais. Non, sérieux, on le fait. Ah oui. Mais il faut que tu sois avec moi, parce que moi, je sais pas si... on le fait avec grand plaisir. Après, est-ce que je te passe le micro et tu le fais. Je sais pas, je la connais pas, donc je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être pertinent pour elle, tu vois. Ouais. Mais moi, j'aimerais vraiment si ça ne peut être que pertinent. Ça serait génial. Ouais. Ça serait génial. Ouais. Tu vois, la nana, elle te raconte quoi, comment, pourquoi. Bah oui, c'est ça. Donc ça ne peut être que pertinent. Ouais, ça peut être que pertinent. Ouais. Je rêverais de lui faire un clip, par exemple. Ouais. Pour moi, c'est une diva, cette nana. Je veux dire, elle se... Bah, contacte-la. Je sais pas comment je vais la contacter. Je veux dire, si un jour je la croise, je lui dirai que je l'aime et que... mais je veux dire, voilà, le concept, comment elle se met en scène, comment elle a aucun complexe, ou peut-être qu'elle en a, mais elle s'en fout. Ouais. Tu vois, elle représente l'interdit, au fait. Oui. Quand on parlait d'interdit tout à l'heure, c'est une nana qui fait tout ce qu'elle veut. Ouais, qui ose en fait. Qui ose. Et qui fait. Et qui ose et qui est là avec toutes ses rondeurs et sa présence. Elle est là, elle te les pose sur la table, quoi. Voilà, je chante et voilà, quoi. Et je t'emmerde. Et je t'emmerde. Ouais. Et les gens, ils kiffent. Ouais. Mais je te jure. Ouais. C'est vrai qu'elle est super drôle, elle nous fait rire avec ses... quand elle essaye de parler qu'elle se trompe, ou ses prises de position, ou son style et tout. Mais je veux dire, la nana, pour moi, c'est un concept, quoi. Ah ouais, je rêverais de faire un clip à cette nana. Chiche. Voilà, ça serait cool. Je commence dès maintenant. J'essaie de la contacter, mais c'est toi qui l'interviewe. Il n'y a pas de problème. On l'arrête, je le fais. La dernière question, qu'est-ce que pour toi, Meshahou ? Meshahou, c'est l'origine de tout. Parce que on dit au début, il y eut le verbe, c'est ça ? Au début, fut le verbe, ou il y eut le verbe ? Fut le verbe, voilà. Le verbe est l'origine de tout. Meshahou, c'est des mots. Mm-hmm. Et pour moi, c'est vraiment l'origine de l'imaginaire, l'origine du monde de l'au-delà, l'origine du fantasme, de la légende. C'est le début de l'histoire, tu vois. Et moi, je raconte des histoires. Et Meshahou, c'est ma grand-mère qui nous racontait des histoires. C'est vraiment Meshahou, c'est sésame, quoi. Meshahou, c'est la clé qui va t'ouvrir le monde de l'autre monde, l'autre monde qui est un monde où tout est possible, où toutes les histoires existent et coexistent. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça, Meshahou. C'est vraiment une clé. Super. Voilà. Merci, Yanis. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Meshahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt.